Alors, je ne suis pas partisan de la monocausalité, mais je pense et je suis convaincu d'ailleurs, que dis-je, je suis convaincu que la, la persistance des groupes armés au Nord Kivu est liée en partie à la présence de minerais, des ressources à exploiter. Il y a une théorie qui est déjà connue depuis quelques décennies, depuis pratiquement la fin du 19e siècle, depuis la guerre de l'AFDEL, qu'en RDC, la guerre, une fois commencée, elle s'autofinance. Alors, elle s'autofinance avec quoi? C'est avec des minéraux que l'on trouve sur terrain. C'est avec aussi des ressources que l'on peut exploiter dans la forêt. S'il n'y a pas de minerais, il y a du bois qu'on peut exporter, etc. Et donc, les minéraux ayant l'avantage d'être, pour certains, faciles à dissimuler. L'or, il est très facile à dissimuler. Il y a même par moments, il y a eu des affrontements entre deux armées étrangères à Kisangani. C'était pas pour traquer les ADF ou les FDLR, c'était pour se disputer les réseaux de trafic des diamants. Tout simplement parce que Jovia Akandouanaho, qui est l'épouse de Salim Saleh du côté ougandais, se disputait le contrôle des réseaux de trafic de diamants avec des officiers rwandais. Donc le Rwanda et l'Ouganda se sont affrontés juste pour ça. Alors là, je suis rentré trop loin. Les groupes armés, lorsqu'ils naissent, ils ont des motivations ethnopolitiques en partie. C'est des groupes qui naissent, des groupes armés qui développent des motifs politiques et des motifs parfois liés à la protection d'une communauté X. La communauté la plus proche du leader du groupe. Et c'est des motivations officielles qui sortent tout de suite. Mais ces motivations n'expliquent pas la persistance de ces groupes armés, même lorsque une solution est trouvée au problème que les groupes évoquent. Si vous descendez, vous allez en territoire de Lubero, vous allez trouver une longue histoire de groupes armés qui exploitent des minéraux à Bunyateng depuis La Fontaine. La Fontaine, c'est un chef de groupe qui a été déployé dans la région par le gouvernement congolais parce que c'était un officier FARDC. Mais il fallait qu'il crée des milices qui vont déstabiliser les rebelles, les rébellions RCD et autres. Et sa mission accomplie, il est resté parce qu'il avait trouvé des mines d'or que les FDLR exploitait, mais que lui a appris aussi à exploiter. Et c'est la même chose pour des gens comme Guidon du NDC. C'est la même chose pour des gens comme Cassiano, Kabido, etc. C'est pas pour rien que les groupes armés se retirent dans des zones où il y a des minéraux et ne sortent que pour livrer leurs produits en ville et les faire exporter par leurs collaborateurs. Ça, c'est Lubero, mais à Massissi, c'est encore pire. Il y a des groupes armés qui vivent de ça. À Kalehe, à Chabunda, dans la forêt, des groupes qui se cachent là-bas dans la forêt de Chabunda, mais qui exploitent de l'or. C'est la même chose en Ituri, à Djougou. À Djougou, il y a beaucoup de groupes Codeco, mais qui s'organisent autour des carrés miniers et qui les exploitent, qui trouvent de l'argent, des moyens de survie, mais aussi des moyens de poursuivre leur combat. Alors, dans ces contextes-là, il se peut que le long de notre frontière avec les pays voisins, que ce soit le Rwanda, le Burundi ou l'Ouganda, il existe certaines milices qui sont d'obédience étrangère, qui, à l'arrivée, elles sont venues avec des revendications du genre « nous avons été chassés de chez nous », si on parle des FDLR, et qui ont des visées de rentrer chez eux pour conquérir le pouvoir. Comment on peut expliquer leur persistance? Est-ce que ces groupes-là ne seraient pas plutôt des ponts entre
ceux qui exploitent en RDC et ceux qui traversent de l'autre côté pour une vente illicite? Alors, une nuance. FDLR et DF qui disent être partis de chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas y rester et qui se préparent à y rentrer. Ceci doit être nuancé. Si au début, ils avaient l'intention d'y rentrer, je pense que depuis plusieurs années, depuis des décennies, ils n'ont plus l'intention vraiment de rentrer parce qu'ils ont pris du goût, justement. Ils ont trouvé de quoi survivre et de quoi s'enrichir, d'ailleurs. Ce n'est plus une question de survie seulement, c'est aussi une question d'enrichissement, de commerce illicite, de business. Pour le business, ils sont restés en RDC. Ils exploitent tout ce qu'ils peuvent. Ceux qui fabriquent des makala à Rutshuru et qui viennent les vendre, c'est les FDLR. Et tous les civils qui se plongent dans le parc aussi pour faire des makala ou pour aller au champ, s'ils font des makala, ils doivent payer. Ils doivent payer une taxe au FDLR, etc. Donc, ils se sont créés toute une économie autour de la braise, mais aussi autour d'autres minerais qu'ils peuvent exploiter localement. Les EDF, c'est pareil. S'ils avaient l'intention de rentrer en Ouganda, ils y seraient déjà rentrés. Depuis 1995, qu'ils sont en RDC, ils ont découvert des carrés miniers dans la partie nord du parc de Virunga. Le long de la rivière Semoulik, ils exploitent et ça les aide à résister ou aussi à faire du business. Je ne pense pas qu'ils aient la même intention de rentrer qu'ils en avaient à la fin des années 90, lorsqu'ils sont arrivés en RDC. Donc, ils ont découvert qu'il y a des richesses en RDC et qui peuvent s'en contenter pour faire du business. Et alors, je dois ajouter une nuance ici. Cette exploitation des minerais par des groupes armés étrangers ne bénéficie pas qu'à ces groupes armés-là. Ça bénéficie aussi à leurs États. Les FDLR ont exploité des minerais en RDC, mais ils les ont vendus systématiquement. Pour les exporter, ils les vendent à des officiers de l'armée rwandaise ou à des gens proches du régime rwandais qui, eux, les blanchissent et en font une partie de l'économie du Rwanda. La même chose pour tout ce que les EDF peuvent exploiter ici à Beni, que ce soit de l'or, que ce soit du cacao. Bon, pour l'exporter, ça transite toujours par l'Ouganda. Et c'est l'Ouganda qui en bénéficie en termes d'économie globale du pays. Oui. Donc, il s'est tissé beaucoup d'intérêts autour de cette exploitation, même si les premiers acteurs qui peuvent être cités sur terrain dans les mines, ce sont ceux-là, ce sont les groupes armés, mais autour de ça, il s'est développé d'autres intérêts et qui en partie peuvent justifier que la solution ne soit pas trouvée tout de suite, que ces États-là ne s'impliquent pas vraiment à mettre fin à l'existence de leurs rebelles en RDC. Et en plus, nous sommes dans une région militarisée. Et comment expliquer que les forces loyalistes laissent des milices dans des zones minières? Est-ce par faiblesse ou il y aurait complicité politique ou avec certains officiers de notre armée pour qu'eux aussi en bénéficient? Alors, cette question, je pense qu'il faut la poser au gouvernement pour essayer de répondre à la question de savoir pourquoi la RDC ne parvient pas à arrêter ce phénomène, tout en imaginant qu'elle est consciente des effets pervers de cette économie de guerre. Donc c'est le gouvernement qui doit motiver son armée, qui doit équiper son armée et qui doit sanctionner tous ceux-là qui, au sein de l'armée, plongent dans les divers trafics, parce qu'eux aussi, lorsqu'ils viennent combattre les groupes rebelles nationaux ou étrangers, ils découvrent aussi ces réseaux de trafic, cette économie de guerre, et
certains d'entre eux trempent dedans. Le chef de l'État lui-même l'a dit, l'a reconnu lors d'un de ses passages à Bunia et à Beni. Il y a des officiers qui ont été arrêtés, justement, et qui continuent de l'être. Donc, un peu pour justifier que le gouvernement est conscient que certains de ces officiers plongent dedans et ils laissent faire. Donc, ils prennent le temps nécessaire. Ils viennent pour une mission militaire, mais ils prennent le temps aussi de profiter en passant. Pas tous, évidemment, mais certains. Et c'est pour ça que certains sont arrêtés. Donc, ce n'est pas tout le monde. Ça veut dire que le gouvernement est quand même conscient. Et ce sont tous ces mots qui doivent être combattus. Et c'est au gouvernement, encore une fois, qu'il appartient de discipliner l'armée, de nettoyer l'armée pour faire en sorte qu'elle soit efficace dans la lutte contre les groupes armés.